Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous sommes avec Bernard Werber. Alors, j'ai pris mon bouquin parce que c'est vrai que souvent à la télé, on voit des animateurs avec des livres qui sont neufs, qui n'ont jamais été ouverts. Donc, pour le coup, lui, il a vécu. Ça se lit. Les Américains ont une expression que je vais traduire. On tourne les pages et puis on le termine. Ça s'appelle le 6e sommeil. Et c'est quand même culotté de votre part de faire un livre avec la thématique du sommeil. C'était un petit peu tendre le dos aux critiques qui allaient dire on s'ennuie ou des choses comme ça. Et pas du tout. On le dévore. Donc, c'est plutôt moi qui vais l'introduire. Vous êtes, je ne vais pas vous demander qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je vais le dire. Vous êtes posé des questions sur le sommeil, sur des choses comme ça, sur le monde des rêves. Mais comment vous avez eu cette idée ? D'abord, j'étais journaliste scientifique, donc j'avais fait un article sur les onironautes, qui sont des gens qui apprennent à pratiquer le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est le moment où la personne décide de prendre le contrôle de son rêve de l'intérieur. Et à partir de là, je me suis toujours dit, il y a dans le domaine du sommeil quelque chose qu'on n'a pas compris et d'intéressant, et il va falloir que j'aille explorer par là. On passe un tiers de notre vie à dormir, donc si on est censé vivre 90 ans, on va passer 30 années couché, et ces 30 années sont considérées comme du temps perdu. Or, je pense qu'au contraire, le sommeil, c'est l'endroit où notre cerveau fait les choses les plus intéressantes. Déjà, il se rappelle qui il est. Ensuite, il nettoie toutes les scories, tout ce qui a été, tous les conditionnements stupides qu'on a eu dans la journée sont nettoyés. En fait, durant la nuit, il y a un phénomène de reboot pour les ordinateurs. C'est-à-dire que ça renettoie tout, ça rappelle le programme de base, et en même temps, ça donne des idées puisqu'on va recevoir ces petits films qui sont les rêves et qui sont en fait des aides pour résoudre nos problèmes. Alors, la vie est injuste, il y a les gens qui peuvent se rappeler de leurs rêves, il y a aussi ceux qui les contrôlent, et ça vous permet d'avoir un espace de jeu qui est quasi infini dans ce roman. Oui, déjà la plus grande injustice, c'est qu'il y en a qui ne dorment pas. Oui. Je suis passé par cette case, mais un an après ça s'est terminé. Mais un an d'insomnie. Voilà, un an de sommeil difficile, et c'est un mal. On considère que c'est du confort de ne pas dormir. Donc il n'y a pas de réelle médication, il n'y a pas de réel investissement des recherches là-dessus. Par contre, la seule solution qu'on propose, c'est le somnifère. Or, les somnifères, maintenant on le sait, ont des effets secondaires, notamment l'addiction. C'est-à-dire plus on en prend, plus on a besoin d'en prendre. Et deuxièmement, la disparition des rêves. Et en plus, troisièmement, on les suspecte de provoquer à long terme la maladie d'Alzheimer. Donc, le somnifère n'est pas la bonne solution, et le fait de faire des insomnies est un problème en fait irrésolu. Et la solution que j'évoque dans le 6e sommeil, c'est s'éduquer pour apprendre à bien dormir au bon moment, analyser son sommeil, le comprendre et l'utiliser. Mais votre livre, je l'ai un petit peu trouvé à contre-courant parce qu'aujourd'hui, le modèle américain de la start-up, c'est ce sont des surhommes, ils ne dorment pas. On a l'impression parfois qu'un Mark Zuckerberg se couche à minuit, se lève à 4 h du matin. On est un peu dans la culture de la réussite, donc celui qui dort peu. Est-ce qu'il faut réapprendre à dormir ? Il faut dormir efficace. On peut dormir peu. Les soldats, par exemple, apprennent à dormir peu. J'évoque aussi l'éducation des navigateurs qui apprennent à dormir en séquence de 1h30 pour ne pas percuter les icebergs. Mais on peut dormir peu et mal, on peut dormir beaucoup et mal, on peut dormir peu et bien, et on peut dormir beaucoup et bien. L'idéal, c'est d'aller le plus rapidement possible en sommeil profond, ce qu'on appelle le 5e sommeil. C'est un sommeil paradoxal, là où on rêve et là où on se reconstruit, et d'aller rapidement là et d'y rester le plus longtemps possible. Alors, normalement, la moyenne, c'est 5 descentes, et on reste 10 minutes dans la phase de récupération. Mais je connais des gens qui font une descente, qui restent complètement au fond et qui remontent. Et ça, c'est un sommeil parfait. Alors, le terme livre de chevet porte très bien son nom avec celui-là, parce que c'est un livre interactif. Moi, je l'ai lu à chaque fois avant de m'endormir, et pour le coup, on a plutôt tendance à se coucher tard quand on commence à lire un peu des livres comme ça. On se dit un chapitre, et puis on continue. Mais c'est un livre interactif. Pourquoi avoir un petit peu cassé le 4e mur avec ce livre et s'adresser directement au lecteur ? Moi, je considère que mon livre est un livre qui change le lecteur. Si on fait juste que regarder une promenade d'un héros et à la fin, soit il réussit, soit il échoue, quelque part, on peut passer au suivant, et c'est comme si on mangeait des chips, on ne s'en aperçoit même pas. Il y a un moment où un livre doit vous transformer, et un livre doit vous apprendre quelque chose.
Le sixième sommeil est fait pour vous apprendre à dormir. Donc c'est pour ça qu'à la fin du livre, j'ai mis aussi des pages où je laisse le lecteur déposer ses rêves. Et j'ai créé aussi un site internet qui est lié à mon site bernardverber.com où les gens peuvent mettre leurs rêves les plus extraordinaires et les commenter ensemble. Donc du coup, c'est une activité un peu similaire à celle du peuple de Sénoï que j'évoque dans le livre. C'est-à-dire c'est une tribu qui était fascinée par le sommeil et qui ne faisait que discuter de ce qui se passait dans la nuit. Et c'est cette tribu de Malaisie, les Sénoï, qui ont d'ailleurs donné l'idée du rêve lucide. Et j'espère que mes lecteurs, quand ils auront lu le sixième sommeil, 1, dormiront bien, 2, se rappelleront de leurs rêves, et 3, arriveront à pratiquer le rêve lucide. Alors Bernard, on va faire quelque chose d'horrible. Nous allons arrêter cette émission ici pour les téléspectateurs de TLM, parce que TLM c'est de la télé à l'ancienne, donc le temps est compté. Mais pour les téléspectateurs de Lyon Capital, plutôt les webnotes, on continue sur lyoncapital.fr. Donc on continue sur ce livre. Ce qui m'a amusé, c'est que je l'ai lu la semaine de l'anniversaire de Retour vers le futur. Ah oui. Et vous avez une narration qui m'a rappelé un peu le film de Zemeckis avec des personnages à des époques différentes. Et quand je vous en ai parlé, quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit « Ah, j'aurais dû faire une annonce sur mon site. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le thème du sommeil, mais il y a aussi le thème de vaincre l'espace-temps, puisque au stade du sixième sommeil, mon héros, qui s'appelle Jacques Klein et qui va progressivement découvrir qui va avoir une initiation au sommeil, va s'apercevoir qu'il peut, quand il atteint le sixième sommeil, rencontrer le vieillard qu'il va devenir et l'enfant qu'il a été. Donc il se reconnecte avec ses projets d'origine et en même temps avec peut-être ses futures déceptions du futur. Donc ce dialogue entre l'enfant qu'on a été et le vieillard qu'on va devenir est recréé dans le sixième sommeil, et c'est peut-être en effet un des thèmes principaux, c'est si vous pouviez rencontrer en rêve la personne que vous allez devenir dans 20 ans, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire et qu'est-ce que vous avez envie de lui demander, et si vous pouviez rencontrer la personne que vous avez été 20 ans plus tôt, qu'est-ce que vous avez envie de lui donner comme conseil. Et donc c'est en effet un voyage dans le temps, si ce n'est que l'avantage du sixième sommeil et du rêve, c'est que c'est un endroit où on échappe aux lois de la physique. C'est-à-dire la problématique de Retour vers le futur, c'était comment faire pour aller en arrière dans le temps. Oui. Et on sait maintenant que physiquement, ce n'est pas possible. Oui. On ne peut pas revenir dans le temps parce que la matière, il faudrait qu'elle soit extrêmement fine et qu'elle ait une très grande vitesse pour arriver à ça. Donc ça veut dire qu'il faudrait tout casser, tous les atomes seraient automatiquement brisés. Donc les lois de la physique newtonienne et même la physique einsteinienne ne permettent pas le retour dans le temps. Par contre, les lois de la physique du rêve, qui sont des lois uniquement basées sur l'énergie de l'esprit, autorisent de revenir, enfin, de vaincre la linéarité du temps. Et c'est une loi de physique d'ailleurs qui est décrite de manière extraordinaire dans l'hindouisme, c'est le nirvana. C'est-à-dire quand on est au nirvana, il n'y a plus de passé, de présent et de futur. Tout est réuni et on peut être connecté partout. Et j'ai juste repris ce concept. Quand on lit vos livres, des premiers jusqu'à ce dernier, le sixième sommeil, on se pose la question de votre manière de travailler. Je me suis toujours demandé si vous étiez du genre à dévorer tout ce qui existait sur un sujet et ensuite le digérer, ou comment vous écrivez ? Alors, vu que j'étais journaliste, j'ai appris qu'excès de documentation nuit. Ouais. Si vous avez trop d'informations, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus parler du sujet. Je privilégie comme source d'information la discussion avec des scientifiques. Donc, qu'ils me racontent oralement l'information et pas qu'ils me disent « Tiens, lis mon livre et tu comprendras tout ». Donc, je discute avec des scientifiques et ensuite, j'essaie d'apprendre beaucoup de choses pour tout oublier. Et c'est ce qui restera de cette décantation de la mémoire qui va me servir de matière première. Mais sur un livre comme Le sixième sommeil, en fait, je ne vais pas faire une documentation lourde. Je vais juste lire quelques articles, discuter avec 2 ou 3 personnes, et ça me suffit largement. Après, il y a un travail de romancier pur, à savoir inventer l'histoire, inventer le suspense, trouver les révélations, trouver la chute extraordinaire. Et ça, c'est un autre métier, parce que c'est pour ça que je ne suis pas scientifique et que ce n'est pas un essai. C'est un roman et c'est une histoire qui, à travers, en suivant le héros Jacques Klein, on va finir par apprendre des tas de choses sans s'en apercevoir. Alors, le monde des rêves fascine. On l'a vu au cinéma avec des réalisateurs comme Christopher Nolan et son Inception, ou des scientifiques aujourd'hui qui veulent enregistrer nos rêves. Vous en pensez quoi de ça, l'idée de pouvoir enregistrer nos rêves comme un film ? D'abord, je pense que ça va être très rapidement possible.
Dans le sixième sommeil, on appelle ça le cinéma oniroramique, c'est-à-dire c'est un moyen de capter sur le cerveau tous les petits chocs électriques et de les transformer en signaux et de transformer ces signaux, de les associer à des images. Actuellement, on sait obtenir des visions du cerveau avec des taches de couleur. Donc il suffirait d'améliorer ces taches de couleur pour les transformer en forme un peu plus précise et on obtiendrait une vision des rêves. Donc je crois que d'ici 20 ans, on pourra voir les rêves, ou en tout cas associer une activité électrique du cerveau à une activité, à une image et à de l'art. Mais il n'y a rien de plus intime qu'un rêve. Donc à partir du moment où on l'extrait, on a le risque de briser cette intimité. Ne le feront que les volontaires. Si vous n'avez pas envie qu'on voit vos rêves, vous n'êtes pas obligé de mettre le casque. Oui. Mais moi, je serais fasciné de pouvoir enregistrer mes rêves. Tous les matins, je note mes rêves. J'ai toujours peur d'oublier des morceaux. J'essaie d'être très très précis, de décrire les couleurs, de décrire les changements de personnages. Et moi, je rêverais d'avoir une machine qui puisse enregistrer mes rêves. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, à la fin, il y a le passage pour noter ses rêves. Bon, c'est un petit peu court, il faut acheter un gros carnet derrière pour si on continue. Pourquoi pour vous c'est important de noter ses rêves ? Ce sont des messages que nous envoie l'inconscient. Et l'inconscient, en général, s'il nous envoie des messages, ça veut dire que le conscient fait des conneries. Donc, c'est un peu notre Gemini Cricket intérieur qui nous dit fais ça ou ne fais pas ça. Par contre, ce Gemini Cricket, il utilise comme langage un visuel symbolique. Donc, au lieu de nous parler, directement de nous dire non, ne signe pas le contrat ou vas-y, fonce, il nous dit, il va mettre un personnage dans un décor, en action, qui va être poursuivi, qui va faire des choses. Et de là, nous devons déduire notre comportement. Je crois réellement que le rêve est le chemin sacré de l'inconscient, comme le disait Freud. C'est le moyen de nous reconnecter à nous-mêmes. Et c'est le moyen, si on écoute ses rêves, de ne pas faire trop de bêtises. Pour terminer, j'avais envie de parler d'une de vos initiatives, l'Arbre des possibles, où vous réfléchissez au futur possible. Alors tout à l'heure, on parlait de ce qui peut paraître de la science-fiction, mais enregistrer ses rêves, on l'a vu, ça va arriver, c'est déjà techniquement un peu possible, et ça deviendra peut-être un jour la norme. Quand on s'intéresse au futur, comment on reste optimiste ? Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de réchauffement climatique, on nous parle beaucoup de choses compliquées. Vous qui regardez ce futur, je vais vous dire comment on fait pour être optimiste, tout simplement en étant réellement objectif. On vit mieux maintenant que nos parents, et nos parents vivent mieux que nos grands-parents, et nos grands-parents vivent mieux qu'au Moyen-Âge. Donc en France, maintenant, pour nous. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes ailleurs dans le monde et tout, mais si on regarde objectivement, pour l'instant, on n'a pas encore sombré dans la fin de civilisation. On a des caméras, on a une possibilité de parler de sujets abstraits, on mange tous les jours, on a une espérance de vie bien supérieure à celle de nos parents et de nos grands-parents. La médecine a fait des progrès. Je trouve que nous sommes tellement inondés d'informations négatives que nous oublions de dire merci à tout ce qu'ont fait nos parents pour nous permettre d'avoir ce confort-là. Donc je suis optimiste parce que je me dis finalement, les choses vont plutôt de mieux en mieux. Les défis sont de plus en plus grands, les dangers sont de plus en plus grands, mais on a de meilleurs outils pour se défendre, on a accès à plus d'informations, et puis maintenant, il y aura toujours un combat du bien contre le mal, et moi j'espère que le bien va gagner. Le bien, c'est les gens qui vont vers la liberté, la spiritualité, et peut-être une forme d'écologie, le respect des autres, le respect de la nature, et le respect de soi-même, et le respect de toute autre forme de vie. Pour vous, on oublie l'optimisme ? Actuellement, il y a un vrai commerce sur la peur. Quand vous avez peur, vous votez ce qu'on vous dit de voter. Quand vous avez peur, vous consommez ce qu'on vous dit de consommer. Quand vous avez peur, vous ne réfléchissez pas. Et les gens qui lisent des livres, mes lecteurs, j'espère, sont des gens qui sont capables de réfléchir, puisque mes livres apportent ce recul, cette perspective qui va leur permettre de se dire « Ok, les actualités nous disent c'est terrible, mais ce livre nous montre une voie pour que ça s'arrange, à moi de me débrouiller pour que cette voie soit confortée. » Vous êtes un bon exemple parce que souvent les critiques ne sont pas tendres avec vous. C'est normal. Voilà, et on vous reproche un peu cet excès d'optimisme. Vous pensez qu'on maintient ce que vous disiez, ce climat un petit peu pessimiste sur la peur, c'est des thèmes qui sont importants? Je crois que de tout temps, il y a eu des corbeaux et des vautours qui entretenaient un commerce et qui n'avaient pas intérêt à ce qu'il arrive quelqu'un qui dise « Attendez,
ce système morbide n'est pas le seul. Donc je comprends que je les agace, mais en même temps, c'est ce qui est marrant, c'est d'être hors du système et de proposer autre chose que le système. Sinon, on a tous les mêmes pensées et on nous déverse de la soupe tous les soirs dans la tête. Et justement, ce que je raconte dans le 6e sommeil, c'est que le rêve est l'endroit où on vous dit « Attendez, arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte, et réfléchissez par vous-même, regardez par vos yeux, tirez vos propres conclusions sans qu'un éditorialiste journaliste, ou sans qu'un critique, ou sans qu'un animateur de télévision vous dise « c'est comme ça et vous devez le croire ». Ne pas vivre dans la croyance, mais vivre dans sa propre capacité à analyser. Alors, parfois, on a tellement le crâne un petit peu bourré que nos rêves se retrouvent un petit peu influencés par tout ça. Non, je crois que c'est une zone propre. Vous pensez que c'est une zone propre ? Le rêve, pour l'instant, est une zone où les oiseaux de mauvais augure ne peuvent pas vous influencer. Les croyances, tout ce qui cherche à vous écraser, à vous mettre en prison, ne fonctionne plus. Vous êtes libre. Et en plus, il n'y a pas deux rêves pareils. C'est-à-dire, le rêve, c'est une œuvre artistique sur laquelle vous avez tous les copyrights qui ne ressemblent à aucune autre. Donc, vous pouvez considérer que chaque rêve, quelque part, c'est votre capacité de créer. Quel a été votre dernier rêve ? On finira là-dessus. Le dernier rêve, cette nuit, était peut-être lié à Halloween qui arrive. Je rêvais que je m'accrochais à des citrouilles qui s'envolaient et je me disais, il faut bien que je m'accroche à la citrouille, sinon je vais tomber. Et je n'étais pas trop inquiet, mais la citrouille n'arrêtait pas de se soulever, c'était une sorte comme un coussin. Oui. Et je me disais, bon, une fois que la citrouille est montée, parce qu'elle chauffait, il y avait de la chaleur en dessous, et je me disais, il y a un moment, elle va redescendre, il faudrait qu'elle redescende pas trop vite quand même. Voilà. Et vous arrivez à contrôler vos rêves ou pas ? J'y suis arrivé 4 fois dans ma vie. Une fois, c'était un vol. Je m'étais fait pousser des ailes de chauve-souris et j'arrivais à battre. Et je me suis aperçu que c'était très fatigant au niveau des épaules. Les gens se demandent est-ce qu'on peut voler ou pas, mais quand on peut voler, c'était très fatigant et je me disais pourvu que je ne fatigue pas trop. Et le deuxième rêve, je faisais un tour de magie, il y avait des gens qui me regardaient, je leur disais, vous savez, j'ai la possibilité de faire un truc extraordinaire, je vais disparaître, comme ça, à la volonté. Puis les gens me disaient, oh non, tu ne vas pas y arriver. Vous allez voir, je faisais 1, 2, 3, et hop, je disparaissais. Puis là, j'ouvrais les yeux, j'étais en train de dormir dans mon lit, je comptais 1, 2, 3, et je revenais, et vous avez vu, j'ai disparu. Et donc c'était une bascule volontaire du monde des rêves au réel et un retour dans le réel. Merci Bernard Werber. Merci à vous. Le 6e sommeil, et puis bonne continuation. Celui-là, vous allez rester sur un tome, vous allez continuer C'est toujours la question qu'on vous pose chaque fois. Non, celui-là il va rester en tant qu'unitaire, il est connecté à rien, ni aux fourmis. Il marche bien comme ça. Ouais, puis de temps en temps, j'aime bien faire des choses différentes. De temps en temps, j'aime faire des grandes sagas, et de temps en temps, j'aime bien faire des unitaires. Et de temps en temps, j'aime bien faire aussi des recueils de nouvelles. Donc, je me tâte peut-être à faire un recueil de nouvelles. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée.